Quand on a des morts, on les met au passé et ce n'est jamais fini. Une sculpture de bois inachevée qu'on vernit pourtant sur un socle de musée. Du marbre ou du granit aux formes esquissées qu'on polit déjà pour faire reluire ceux qui ne bougent plus. Un passé qui revient interminablement, comme s'il fallait mourir pour être reconnu et se retracer dans le nom que l'on a reçu. Ma sœur que j'avais, celle qui est morte, elle s'appelait Jour. Une fille du jour qui a dû naître comme toutes les autres, par notre mère, par toutes les mères avec du cœur au ventre. Une fille qui a dû pleurer en naissant et sourire peut-être aussi parce que la vie, c'est tout à coup beaucoup de lumière. C'est ce qu'on dit sans trop savoir s'il y a autre chose qui naît lorsque la chair s'agite. Une composition unique comme il s'en fait tous les jours, partout, depuis toujours. C'est la différence qui compte. Cette différence que j'ai connue, qui est toujours là, impérissable, c'est ma sœur qui est morte. La nuit, elle s'appelait Luciole. Au salon funéraire, on a refait sa vie sur le passage du temps. Une longue galerie aux toiles suspendues pour retenir ce passé où on pouvait encore l'appeler par son nom. Elle est là, dans un grand cercueil rouge, verni, lustré, lumineux, entourée de coussins et de parements qui lui font un grand nuage ouvert sur une mort vive. On l'a couchée presque vivante, dans sa robe jaune à fleurs blanches, sa préférée. Les mains jointes sur le ventre d'un bonheur tranquille, comme si on avait voulu la faire sourire encore un peu. Pourtant, tu ne peux pas avoir été et être si présente. Il te faudrait un autre nom. Tu t'appellerais Élise ou Marie. Tu t'appellerais encore Neige comme au temps de nos hivers joyeux. Les souvenirs sont cousus aux morts comme une griffe à un vêtement signé. C'est pour dire de quoi s'est fait la vie. La tienne. Des distances, des mots, des regards, des rires, des danses, des souliers neufs, des robes à fleurs, des chapeaux à rubans, des dimanches et des prières, des amours de samedi soir, des joies par brindilles comme des nids d'oiseaux, des espérances aux mains, des désirs aux yeux, des chemins aux pieds, et aussi parfois des désespoirs et des émois qui font des rides au front et des cicatrices au temps. De la vie partout, des images entêtantes. Et ta mort est une violence gravée dans la pierre, à la pointe d'un cri immense et si muet pourtant. Le silence. Le fracas du silence. La mort, ça fait du bruit en tombant. C'est toujours un accident. Quand la mort tombe sur un plancher de bois, il y a tout l'écho que ça fait. Le bruit s'étend aux alentours, se heurte au lit des planches, marque et fend. L'éclat d'une cassure. Sur les feuilles jaunies, dans la mousse des sous-bois, entre les branches, sous les ramures, dans les broussailles des forêts, les neiges des montagnes, les brumes des vallées, la mort n'a jamais murmuré, elle se confond à la plainte des loups hurlants. Dans le lit des rivières emportées, le bruit de la mort engloutit celui des flots. Et dans la mer battue et rebattue,
Il perce les embruns de ses cornes d'alarme jusqu'au désert des battures. Dans les palais et les châteaux, sur les dalles de marbre blanc, la mort sonne un glas plus lourd que tous les lingots d'or et d'argent sur le plancher des bourses et des tours des grands. Dans les chambres même. La mort qui tombe entre les draps, des soupirs assourdissants. Chaque mort est un accident dans le bruit que fait son nom en tombant. Le cri qui m'est venu ce soir-là a fait ce claquement d'un nom qui s'échappe et s'enfuit et se défait dans les ondes que fait, sur la quiétude des mares le plus dur des galets. Ma sœur s'appelle Foudre et Fracture. C'est à distance que le bruit est arrivé jusqu'à moi. Le bruit strident du téléphone en ce vendredi soir de janvier à l'heure de la vaisselle. Avant ce jour, toutes les vaisselles que j'avais faites n'avaient jamais rien eu de mémorable. Un vieux recommencement pour effacer les traces du quotidien. Entre les assiettes et les tasses, l'ordinaire a ce pouvoir de refaire le monde au premier jour, empilant l'éphémère dans des armoires fidèles. Ce soir-là, entre mes mains refermées, toutes les porcelaines se sont noyées dans un ressac d'eau sale. Le téléphone a repris pour moi le fracas des tôles tordues sur le bois dur d'un poteau banal. Les lettres déliées de ton nom se sont dispersées, ont coulé dans l'eau trouble d'une cuve d'acier, enfouies dans la neige grise d'un canal creusé en une fosse ouverte au cercueil de ta mort brutale. Blindé dans un fauteuil profond, enfermé, fermé à la sympathie des miens, aux consolations des vivants, j'ai mis du temps à recomposer ton nom. Désormais, tu t'appelles Sang. J'ai refait avec toi les chemins d'asphalte gelés sur les zébrures de la route que le temps a gercé. Je t'ai vu conduire ton camion comme la bicyclette des garçons au temps de ta jeunesse. Les yeux au vent, le cœur ouvert. Avant la seconde qui a précédé la dérive mortelle, je t'ai vu à ton sourire habituel recevoir toute la vie par en avant jusqu'au village où t'attendaient ton homme et tes enfants. Puis c'est arrivé. J'ai senti le glissement des pneus sur la route de ce janvier-là. J'ai vu l'inquiétude à tes genoux frémissants. J'ai vu la peur dans tes yeux et l'appel désespéré.
À tes mains blanches soudées à la déroute, j'ai vu ton dernier espoir, si fragile, implorer ta vie fuyante. J'ai vu au dérapage imparable la frayeur battre tes tempes et l'angoisse tordre ta bouche à l'instant du choc contre une mort aveugle dressée là. Je t'ai vu inerte, repliée, écrasée sur ton siège tombal. Puis plus rien. Plus rien que le bruit immense d'un silence muré à jamais, fondu aux parois d'un tombeau de métal. Et là, à l'instant même, j'aurais dû mourir, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas su mourir. J'ai réuni ton nom et j'ai reconnu ta mort. Ma sœur, toi qui es morte hier, je t'appelle et je te salue, jumelle. Quoi de mieux pour débuter la soirée qu'un extrait d'un magnifique texte, Le bruit que fait la mort en tombant. C'est un extrait, bien sûr, mis en scène par Dario Larouche, présenté par le Théâtre des Sans-Masques, interprété magistralement par Érica Brisson. Avec le concours de la Brigade de la Société d'art lyrique du Royaume, sous la direction d'André Côté, je tenais à spécifier ceux et celles qui ont bien voulu ce soir faire partie de cette brigade. Louise Bouliane, Ginette Côté, France Villeneuve, André Côté, Jacques Landry et Rémi Larouche. Les airs chantés sont, au début et à la fin, Snami Bog, une prière orthodoxe russe, et durant l'extrait, Odietamo de Karl Orff. Mon nom est Marjolaine Vézina, je serai l'animatrice de cette soirée. Nous allons assister à quelque chose de bien. Vous avez vu déjà que le ton est donné. Je ne vous révélerai rien de ce qui s'en vient. Je vous fais, bien sûr, languir. Tout au fur de la musique, des choses vont arriver. Et je demande tout de suite, bien sûr, soirée hommage, Guy Lalancette. Guy, tu viens nous trouver? C'est un départ. Alors, Guy est déjà dans l'émotion et vous, j'espère que oui aussi. Ça se continue. Guy, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, mais on va dans des choses, dans des lieux qui se
qui sont propres à toi, Oui, oh oui, c'est très propre. mais surtout très réjouissantes, tu vas voir. On va avoir beaucoup de Oui, plaisir. ça va. C'est juste que, comme ouverture, C'est beau, hein? c'est tellement magnifique, mais c'est aussi extrêmement émouvant. Ben oui, parce que mise en j'avais scène, jamais hein. entendu lire le bruit que fait l'amour en tombant. C'était magnifique. Merci infiniment. C'est vraiment et très émouvant. Est-ce que tu te Vous sens dans m'avez piégé, là. l'atmosphère? Est-ce que notre table est belle? Je sais pas, je suis fébrile, là, mais ça va, je vais survivre. Je vais survivre. Oui, bien sûr. Euh, On n'est pas dangereux. je pensais que vous alliez commencer ça tout doucement, tranquillement, par une petite biographie. Mais merci, merci. J'ai revécu des choses importantes, quelque chose d'essentiel pour moi. Guy. Et pour certaines personnes dans l'assistance, qui sont les enfants d'Armande, certains qui sont là aujourd'hui. Bon, on me dit, je vous raconterai pas le reste. Là. On me dit, vous avez entendu, c'est pas rien. C'est absolument Magnifique. impressionnant de ce que vous venez de faire. J'aimerais ça. C'est un début? J'aimerais ça l'emporter. Je vais l'emporter avec moi. C'est tourné, c'est mais, filmé. ah oui? Ben oui. Ah oui, je vais pouvoir le revoir. Oui. C'est ça que tu me dis? Oui. Oh, c'est trop génial. OK. C'est le fun, merci. hein? Je sais, je vais pouvoir le revoir, me dire l'âme un peu détendue, peut-être plus. Enfin, on verra. Parce que Sylvie me surveillait et elle voulait pas que je bouge. Je suis Non, resté, non, là. écoute, on a déjà vu pire, mais c'est parce qu'on apprend de nos expériences. Hein. Alors, il faut Ouais. les contrôler, ces hommages-là. Sans ça, on perd le contrôle. Ben, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Guy, tu es quand même un écrivain, on le verra un peu plus tard, mais tu es aussi... Répète ça, que j'ai pas compris le dernier bout de la phrase. On le verra un peu plus tard, on Ah, OK. continuera. OK. Je pensais que c'était une qualité que tu me donnais. OK. Mais tu es aussi un pédagogue. Tu as pris ta retraite récemment, c'est ça? Mais tu as enseigné plusieurs années. J'ai pris ma retraite. Parlons dans le micro. J'ai pris ma retraite il y a quand même 12 ans. OK. Après 30 ans d'enseignement. Et j'ai choisi de quitter parce que j'en étais rendu à écrire la nuit et à enseigner le jour. Ouais. Ce qui devenait un peu complexe, difficile. Et comme j'avais enseigné 30 ans, je me suis dit, bah là, va écrire. Et ça aussi, c'était pas aussi simple. Ben oui, ben oui. Entre passer ces journées avec des bandes d'adolescents et se retrouver tout seul devant un clavier, il y a une marge et une grande marche. Tu es pédagogue, mais tu es aussi quelqu'un qui aime apprendre des autres. Oui, Tu es oui, quelqu'un bien sûr. aussi qui est retourné à l'université, qui a fait... Pour me reposer, je suis retourné à l'université, c'est sûr. Pour ceux qui ont enseigné ici, je connais pas tout le monde, mais ceux qui font de l'enseignement, retourner à l'école, c'est un repos. Après des années d'enseignement, c'est vraiment un cadeau. Alors, Et Guy, je suis retourné pour me reposer. Est-ce que tu es prêt à recevoir nos premiers invités? Je suis pas sûr d'avoir le choix, là. OK. J'y vais, là, je te laisse aller. Alors, ils vont se reconnaître. Je les invite, bien sûr. Ouais. Ah, wow! Et c'est pas n'importe qui. Hein. Je peux pas parler, moi. Hein. Tantôt. On les laisse aller après son part. La scène se passe à Chicoutimi, dans les années 80, chez un couple nouvellement formé. On discute comme ça. Lui est assis, il rêvasse un petit peu. Vous aurez remarqué que le metteur en scène n'a pas changé les costumes. Ils ne sont pas du tout dans un costume d'époque. Ils n'ont pas non plus l'âge qu'ils avaient à l'époque. On était dans les années 80. Toujours est-il qu'elle, brusquement, elle s'est levée et elle parle. À Attends un Chibougamau. petit peu, Céline, c'est pas ouvert. Ah, OK. Ton micro est ouvert? OK. Je recommence. Ah, wow. Je pense que c'est moi qui est émue, là. Je viens de voir des beaux visages.
J'avais 15 ans, donc, à la polyvalente La Porte du Nord à Chibougamau, petite ville minière isolée, qui à la fois nous rapproche les uns des autres et nous éloigne du reste du monde. Je faisais partie, assurément, de cette cohorte d'élèves qui vivaient les premières réformes scolaires au Québec. C'était bar ouvert, comme on dit. À l'époque, on pouvait choisir entre un cours d'art plastique ou un cours de chimie, entre un cours de physique ou un cours d'art dramatique. C'était Byzance. Et à 15 ans, tête folle un peu que j'étais, j'ai évidemment choisi un cours d'art dramatique, sans trop savoir ce que c'était. En fait, personne ne le savait. Mais c'est là que j'ai rencontré Guy Lalancette comme professeur. C'est curieux parce que moi, dans les années 70, j'avais un étudiant qui répondait à ce nom-là. Je me souviens plus du tout s'il était très assidu à ses cours. Je me souviens simplement qu'il était très créatif, ça je m'en souviens. C'était le genre d'étudiant auquel vous demandiez de faire un travail et qui venait vous voir après le cours en vous disant « Ah, monsieur, j'aimerais bien faire autre chose, est-ce que vous accepteriez ?» Et si vous acceptiez qu'il fasse autre chose que le travail que vous aviez demandé, finalement, il vous remettait une lecture du texte, mais à travers son écriture. Alors, c'était extraordinaire. J'avais découvert donc sa créativité. Il publiait régulièrement dans La Bonante, qui est une revue étudiante que j'avais cofondée, comme j'avais fondé à la même époque une revue universitaire qui s'appelait Proté. La revue dite Proté a disparu il y a maintenant 2 ans, alors que la revue dite La Bonante dure encore, animée par les étudiants de ces générations-là, ce qui prouve que parfois les étudiants ont plus le sens de l'héritage et de la continuité que leurs professeurs. Toujours est-il qu'à un certain moment, j'ai hérité de Guy comme étudiant qui voulait faire un mémoire de création de fin de baccalauréat. Et il a écrit avec moi un texte qui s'appelle « Abel ». Abel, je l'ai retrouvé. Alors, écoutez ça. Alors, je suis très conservateur pour ça, pour certaines choses. Un extrait d'Abel. Je ramenai ma jambe droite vers la gauche, mon pas glissa, crissant sur le ciment gris sombre dur. Il ressemblait d'un grand chat gris grisé. La nuit, pas encore noire, pourtant tombait. Et la nuit qui tombait montait à la fois. Et la nuit m'effleura ma tête et m'effleura mes pas à la fois, comme effleure le vent doux les fleurs de pissenlit au lac aux brebis. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose qui est un peu la musique, qui est la force de l'écriture actuelle de Guy. Mais ce qui est particulièrement émouvant pour moi, c'est que ce texte, je vous le montre, en fait, il est pâle. Il a été écrit sur une vieille machine à écrire à laquelle il manquait le T. Alors, Guy a à la main écrit des T, mais des T majuscules, ce qui vous permet de voir tout de suite que le mot le plus fréquent dans le texte, c'est taverne. On est à la fin des années 60. Et en 76, déjà, Guy Lalancette était spécial. D'abord, il avait à peine l'air plus vieux que nous autres. Puis, il était encore plus délinquant que nous autres. Un marginal, un vrai. Et dans la tension qu'il y avait entre les anciens et les modernes, Guy Lalancette, avec Élise, Roch, André Dumouchel, Marc Lantin, Serge Labbé, Anne-Marie, pour ne nommer que ceux-là, Guy était vraiment le plus flyé de tous ces jeunes professeurs. Alors, les arts dramatiques, quand je fouille un peu dans ma mémoire pour me souvenir de ce qu'on faisait, je vois un grand local, sans meubles. Les lumières sont tamisées. Parfois, il y avait une odeur qui flottait dans l'air. D'autres fois, on entendait de musique. On faisait tout sauf du théâtre. On explorait les arts dramatiques. Et je pense même que Guy Lalancette explorait lui aussi les arts dramatiques. C'était assez fantastique. Il réussissait à nous faire rentrer en nous-mêmes, à nous faire ressentir l'espace,
seuls et avec les autres, à nous faire respirer et à amener notre conscience en nous pour mieux finalement appréhender le monde extérieur. Guy était en quelque sorte un guide, un prodigieux animateur qui expérimentait sans cesse la matière et l'expression avec une grande créativité. On sortait du cours et on n'était plus nous-mêmes. L'année d'après, on apprenait qu'il était retourné aux études. Et c'est là que moi, je l'ai revu. Il avait fait un mémoire de maîtrise dirigé par un autre professeur, le professeur Bourque. Et je ne sais pas si ma mémoire me joue des tours, mais je le revois installé à un métier à tisser, en train de... Il dit oui, donc c'est vrai. Il était installé à un métier à tisser et il expliquait son mémoire de création, comment il avait travaillé un peu avec la technique du tissage, avec la trame. Alors la trame, je connaissais, moi, en littérature, bien sûr, la trame narrative, on connaît, mais la trame, la chaîne, j'ai appris le mot, j'ai appris ce que ça voulait dire, et il nous a déroulé comme ça sa création, inspirée en quelque sorte par un métier à tisser. C'était une sorte de Pénélope mâle qui travaillait et qui m'a appris à connaître en plus l'artisan, non seulement l'artisan écrivain, mais l'artisan qui travaille avec des matières autres que la langue. À partir de ce moment-là, puisque nous savions que son étudiant allumé et mon professeur stimulant étaient le même homme, nous l'avons suivi en couple. Au milieu des années 90 à peu près, on apprend que sera présenté Risque d'orage en soirée par le Théâtre des Épinettes, cofondé évidemment par Guy et ses complices de toujours, Colette Filion et Doris Arsenault, qui sont ici avec nous. C'est formidable. On a donc profité de cette occasion pour aller visiter ma famille à Chibougamau et assister à cette production théâtrale, qui était fort bonne en passant, et pour reprendre contact avec Guy. Puis, en 1999, il a publié son premier roman, « Il ne faudra pas tuer Madeleine encore une fois ». Et donc, nous avons lu, cette fois, ensemble, son premier roman. On pouvait dire, d'une certaine façon, qu'il avait béni notre union, hein, puisqu'il nous avait réunis à travers le temps. Et donc, nous n'avons pas cessé de suivre sa carrière depuis là, parce que son premier livre... si vous vous souvenez un petit peu de l'extrait que je vous ai lu, il y avait déjà cette espèce de travail musical sur la variation, avec beaucoup de reprises, bref, la créativité qu'il avait déjà, parce que c'était un de ses étudiants qui, au fond, sont à la recherche de maîtres, mais le maître qu'ils vont devenir eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas besoin de vous, ils ont besoin de votre regard, de votre écoute. Et des étudiants comme ça, j'en aurais pris des milliers. Mais il y en a... Dans son cas, il n'y en avait qu'un, bien sûr. Depuis, nous sommes liés, notamment grâce à l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, puisque nous faisons partie du CA ensemble, grâce aussi au Salon du Livre, qui est un rendez-vous annuel. Et tout dernièrement, j'ai découvert une autre facette de son talent créatif, plus physique cette fois, mais tout aussi ingénieux, sur Facebook, avec la magnifique maison aux allures médiévales qu'il a lui-même chedeuvrée dans l'arbre à côté de la sienne. Il y a pris un malin plaisir, de quoi faire rêver tous les enfants, y compris la part de l'enfant qui l'habite. C'est ainsi, pour cet être si divers, si créatif, si attachant, toujours prêt à explorer de nouvelles voies et de nouvelles façons d'être et de faire, que nous professons, elle et moi, lui et moi, la même admiration, intense, multiple et sans cesse nourrie par ces nouvelles productions. Et nous exprimons cette admiration et notre amitié. D'une seule voix. Merci, Guy. Merci, Guy. Céline, tu viens nous trouver 2 minutes? On prend le temps de jaser un peu. Guy, c'est le fun, hein?
Oui, et c'est beaucoup. Et voilà, je m'y habitue, là, tranquillement. Mais dans tous les cas... Est-ce que ça t'a rappelé des beaux souvenirs? Oui, dans tous les cas, évidemment, mes premiers élèves, avec Doris, Colette, qui sont là et que j'ai connus quand même à 14 ans, on rit pas, là. Je veux dire, et on travaillait encore ensemble. Et Céline, les premières... C'est vrai, je veux dire que mes premières expériences sur scène, en classe d'expression dramatique, j'étais probablement autant à la recherche de ma démarche, dire que les élèves qui ont été très gentils, qui m'ont suivi, qui ont osé se laisser aller, où on travaillait, sans beaucoup de filets. Mais bon, on a fini par construire des choses. On a fini par oser le risque, risquer plein de choses. Quant à Jean-Pierre, moi j'ai eu un certain nombre d'enseignants dans ma vie. À tous les niveaux, qui ont été importants pour moi. Avant, la première, c'était ma mère. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est quand même elle qui a été ma première enseignante vraiment importante. Et Jean-Pierre a été mon professeur à l'université. Et j'ai été un peu omnubilé, très omnubilé, comme j'expliquais, lorsque j'écoutais Jean-Pierre. Alors, on est en classe, hein, c'est sérieux, l'université, là. En tout cas, on est en classe, et il y a un professeur d'université, un Français, qui peut-être, on ne le connaît pas, il rentre. Et moi, dès les premiers moments, j'avais mon crayon, il faut prendre des notes à l'université. Et c'est sérieux, il faut apprendre. Et je me suis rendu compte assez rapidement que j'écoutais Jean-Pierre et je ne prenais pas de notes. J'arrivais pas à prendre de notes, mais je me rappelle pas d'avoir eu des problèmes de cet ordre-là. Je me rappelle seulement que le cours était fini et que j'avais 2-3 mots et que je ne savais pas quoi faire avec ça, en me demandant si j'avais bien fait les choses. Et ça s'est perpétué. Et donc, il y a toutes sortes de professeurs dans la vie. Il y en a qui m'ont fait prendre des notes. Et il y a Jean-Pierre qui m'a empêché de prendre des notes. On peut le dire comme ça. Ah, mais c'est merveilleux. Mais j'ai probablement, pas juste probablement, j'ai certainement retiré beaucoup plus d'enseignements de la part de Jean-Pierre que de la part de quiconque d'autre, même si je n'avais pas de notes, pour les compiler, ces enseignements-là. Et ça, c'est précieux. OK, ça veut dire que tantôt... Je parle beaucoup, là. Hein, non, mais tantôt, quand on va prendre un verre à la fin, parce qu'on va prendre un verre à la fin, vous où allez est-ce qu'on pouvoir... prend ça, ce verre-là? On va le prendre ici. OK, good. On va le prendre ici, ça veut dire qu'on va c'est pouvoir... important de savoir où est-ce qu'on boit. Ben oui. Puis on va pouvoir À la continuer la taverne. conversation. À la taverne. Entre-temps, je remercie Céline Dion, qui est bien sûr, vous l'aurez compris, l'élève de Guy Lalancette et Jean-Pierre Vidal, l'enseignant. L'enseignant, voilà. Et On les effectivement, remercie. il y a eu ce lien et l'élève aussi. On Céline trouvait que c'était un était beau l'élève, clin Jean-Pierre. d'œil, hein? Tu vois, j'ai pas été le seul à être séduit. Non, Ben, Céline a sûrement été mais un on peu, n'entrera hein? pas là-dedans. Toi Non. aussi, tu étais assise puis tu prenais pas de notes, tu l'écoutais. Voilà. Non, mais Alors, c'est merci. le fait Jean-Pierre qu'on appelle. Merci. Merci. Hey, merci. C'est trop gentil d'être venu. Ça va jusque-là? Ben là, écoute, ça va. Ça va? Je sais pas ce qui m'attend, mais... T'es presque... Mais c'est des belles surprises. Oui, ça. bien sûr. Vraiment, On vraiment. en a encore plusieurs. Là, je commence à respirer. OK. Je suis en avion et on flotte. Moi, Guy, j'aurais beaucoup de peine si tu décidais de ne plus écrire pour faire des cabanes en bois. Ouais, mais on peut faire les deux. L'été, venir le bois. Mais c'est vrai que... Il semblerait que tu ne travailles pas l'été. T'écris pas, c'est J'écris ça? pas l'été. Comment tu veux que j'écrive l'été? D'abord, je peux pas écrire. Je vais pas écrire dehors, sur le bord du soleil, avec les oiseaux et le vent. Je suis incapable. Là, c'est trop. Pour moi, c'est n'importe quoi. Et donc, j'écris pas l'été parce que ce serait des années horribles. Imagine 12 mois dans mon bureau, sur mon clavier. Non. Et donc, j'ai besoin, l'été, de faire des choses, d'inventer des trucs, de faire des choses avec un marteau, avec une scie, avec un tournevis, avec quelque chose qui soit plus facile à manier qu'un crayon.
Et Moi, je te l'ai C'est dit, vraiment le cas. je te l'ai dit hier. Tu sais raconter des histoires, des fois, parce qu'il y a certains livres comme L'Épivardé ou le premier, Madeleine, t'es pas certaine où ce que tu veux nous amener. Moi Mais à un non. moment donné, tu te laisses aller, tu te laisses emporter par ton histoire, puis tu le sais, je te l'ai dit là, que t'es un auteur magnifique. Alors moi, je pense qu'il faut que tu écrives encore très longtemps. Qu'est-ce que t'as dit avant? T'es un auteur magnifique. OK, j'étais pas sûr d'avoir compris. Merci. non, mais c'est vrai. J'ai pas nécessairement de plan dans mon écriture. Je suis pas... je sais pas. C'est sûr que Madeleine et puis les Pivardés... C'est différent. Moi, je me fais plaisir. Il faut. D'abord et avant tout. Je suis très branché sur mon plaisir. Et donc, ça peut arriver que ça donne des résultats pas toujours très accessibles, mais moi, je me fais plaisir. Et puis, chez l'éditeur, le publier, bon là, écoute, c'est plus mon problème. C'est lui qui vend des livres. Hein. Est-ce qu'on peut se faire plaisir et entendre encore du Guy Lalancette? On va accueillir notre prochain invité. Oui, écoute, vas-y, je sais pas, OK. je sais pas dans quel J'imagine espace qu'il n'est pas je très suis, loin de mais moi. Il s'en vient. Je connais. OK. Bonsoir. Je m'appelle Daniel Jean, et non pas Guy Lalancette. J'ai connu Guy au 20e siècle, Au 26. à Chicoutimi. Il était à l'université, j'étais au cégep. Il était déjà mature, j'étais déjà prétentieux. Et nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'un projet de travail d'été, un projet étudiant. Nous présentions des ateliers d'animation théâtrale dans la région et aussi une pièce de théâtre pour adultes que Goglu de Jean Barbeau, que Guy interprétait avec son ami André qui était aussi en lettres. C'est aussi, à partir de ce moment-là, nos routes se sont séparées, lui vers le nord, moi vers le sud. Et parfois, par contre, j'ai beaucoup entendu parler de lui par ses étudiants, ses étudiantes, qu'il avait initiés au théâtre et à qui il avait aussi permis de participer à des festivals étudiants un peu partout au Québec. Cet été-là, donc, où nous nous sommes rencontrés, c'est l'été, je crois, où il a épousé Anne-Marie. C'était elle est quelque part, faites-vous-en pas. C'était une époque d'artisanat et de folklore, alors on lui a offert une catalogne faite à la main, double, naturellement, c'était un mariage. Et comme disait Jean-Pierre Vidal tout à l'heure, il y a un lien évident, même si on ne le savait pas à l'époque, entre l'art du tissage et celui du roman, et c'est la qualité de la trame. Je vais vous lire un extrait de La conscience d'Élia, écrit par Guy Lalancette. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça a été publié chez VLB Éditeur en 2009. Je suis la conscience d'Élia Pomorovski. C'est entendu, mais ce n'est pas si simple, cette connaissance de soi avec tout ce qui lui échappe. Toutes les consciences ne sont pas unifiées, fusionnées, comme on dit chez le psy. Tout ne se résume pas à la conscience du bien et du mal, qui n'est en somme qu'un raccourci, une simplification. Il n'y a jamais eu de conscience universelle qui puisse prétendre parler au nom de toutes. Nous ne sommes que des consciences isolées, plus ou moins calquées sur des modèles fluctuants, si capricieux. Il y a de ces consciences doubles qui vivent leurs contradictions en harmonie, et ça se défend. Il y a aussi ces consciences éclatées en lutte avec elles-mêmes et qui ont des tourments pour tout et pour rien. Et parfois, comme chez Élia Pomorovski, le déchirement est inévitable. Et moi, je suis cette conscience d'Élia Pomorovski. En fait, je ne suis pas toute la conscience d'Élia Pomorovski. Je n'en suis qu'une part, la plus importune, la plus obstinée, celle dont Élia ne veut pas, celle qu'il se refuse à reconnaître. Élia Pomorovski a toutes les raisons de craindre cette part nouvelle de sa conscience, cette intrusion née d'une fracture ouverte dans sa vie, une vieille blessure,
une cassure de l'enfance jamais réduite. Tout compte fait, si je devais me qualifier, je dirais que je suis un parasite nourri à sa conscience, quelque chose de parallèle, une squatteuse en somme. J'étais là avant, mais je suis venu à Ilya Pomovoski l'année de ses 17 ans, à l'automne de sa dernière année d'internat. Cette part de conscience qu'il traîne depuis plus de 9 ans sans la porter vraiment. Au début, ce n'était qu'une manière de connaissance qui lui rôdait autour et au-dessus peut-être. Il s'en est défendu sans jamais parvenir à s'en défaire. Et j'ai fait mon nid. Je me suis installé, rasante mais tentaculaire. Rien de plus envahissant qu'une conscience indésirable. Si Elia est souvent parvenu à me garder à distance, il n'a jamais réussi à me vaincre tout à fait. Il s'est battu armé d'une vieille morale, irréprochable armure forgée au marteau de cette culpabilité, illustrée par des fables bondieuseardes, reprises avec insistance par le curé Pratt de Grimley et aujourd'hui par le père Gordon du pensionnat. Morale rebattue au cours de religion et grossièrement collée à toutes ces histoires racontées aux enfants pour punir le méchant loup et l'ogre cruel. Ilya Pomovoski s'est aussi défendu au bouclier d'une peur embusquée, entretenue depuis sa petite enfance dans des refuges d'urgence. Et moi, je suis venu semer le doute, forcer ses retraites. Je ne fais que mon devoir de conscience. Je suis encore là, avec lui, étendu au pied de la tour du réservoir de Grimley, comme je suis 15 mètres plus haut sur la passerelle, appuyé à la rambarde. Et je suis également dans le bosquet, devant le pensionnat de Torrent, sur la bicyclette de septembre, et à la falaise aux chiens, cet autre soir de décembre, un bâton de hockey à la main. Je suis aussi dans le dortoir des grands, dans le placard du petit salon des frères, dans cette douche du gymnase et dans la petite cabane aux écureuils, sertie comme une couronne de sapin. Je suis dans l'atelier du frère Maurice et dans la chambre des fournaises. Je suis dans le lit de Valérie Lambre et dans sa cuisine, le couteau dans la chair. Partout où Elia a senti ma présence, ne serait-ce qu'un instant, souvent dans la lutte et dans l'abandon parfois, je rôde. Si Ilya Pomovoski, comme tout un chacun, enferme son passé dans des souvenirs trafiqués, moi, je continue d'être partout, toujours et maintenant avec lui, et plus encore dans la douche, celle qui fait l'angle au fond de la salle d'eau du dortoir des grands, ce matin du 23 décembre 1964. Avec le temps, Elia a compris qu'il n'échappera jamais à ce moment-là, non plus qu'à tous les autres. Quand il y revient, et il revient de plus en plus souvent, il sait que je suis là. Ici, je peux davantage l'atteindre. C'est toujours dans les espaces fermés que j'arrive à le toucher. Ailleurs, dans les corridors, les salles de classe où il a été élève puis enseignant, devant la télé, au supermarché, à l'aréna et dans les bars, il lui est facile de m'écarter. Le plus souvent, il me met hors de lui, mais ce n'est qu'une feinte dont il n'est pas dupe. Ilya Pomovoski n'est pas fait autrement que les autres de Grimley, mais il a ses fragilités propres, ses incertitudes et ses contradictions. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas mieux pour une conscience comme moi. Je vois tout, je sais tout. À la fin, je suis toute cette part qu'il refuse de lui-même. Magnifique. Magnifique. Et si j'ai un conseil à donner à Guy, pour ses futurs lecteurs, pour ses futurs hommages, Tavraski. n'appelle pas ton personnage principal Ilya Pomovoski. Appelle-le Tremblay ou Simard ou n'importe quoi. Et surtout, ne le répète pas 14 fois dans le même chapitre.
C'était amical. Nous remercions d'autant plus Daniel Jean pour cette magnifique lecture. C'était une des difficultés, d'ailleurs, que je trouvais. Tendance à faire ça. C'est beau, hein, ce Ouais. texte-là. Non? J'aime l'aspect. J'aime utiliser l'aspect étranger, dire, dans le texte, quelque chose qui soit d'ailleurs, tout en ne l'étant pas vraiment. Mais bon, c'est mes bébés à moi. Hein. Tu le sais que les lecteurs de Guy Lalancette parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup de la conscience d'Elia et bien sûr de le bruit que fait la mort en tombant. C'est vraiment les deux titres qui reviennent le plus. Après ça, tu as Les yeux du père, tu as Un amour à poulailler. C'est les préférés, Oui. c'est peut-être pas les préférés, comme Je ce saurais pas sont comment- les je saurais œuvres qui pas- ont marqué. Hein. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ce sont, c'est sûr, dans mon parcours, des œuvres, je veux dire, qui... Bon, la conscience d'Elia, je veux dire, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Et c'est lié, je veux dire, à toute l'intolérance, je veux dire, le rapport à l'intolérance, c'est inévitable. Là, j'en parlerai pas plus longtemps. C'est autre chose. Mais moi, je ne sais pas ces choses-là tellement. Hein. Qu'est-ce qui est le plus retenu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est deux magnifiques textes. Cette lecture-là était particulièrement, en toi, touchante. On continue? Ah oui, allons-y. Allons-y, c'est toi le maître de cérémonie. C'est toi qui me dirige. C'est toi qui On avait un invité surprise, mais finalement, j'ai décidé que tous les invités seraient surprises un peu. OK. Sauf qu'il y a un invité qu'on voulait vraiment pas que tu vois. Ah oui? Vous On l'avez va- caché, pauvre enfant? Ben oui. On va lui demander de venir nous rejoindre. Je ne sais pas par Qui est où? qu'elle va arriver. Elle était très bien cachée. Vous comprendrez que je sais de qui il s'agit. Alors, il faut que je me présente moi-même. Hein. Je suis Marie-Pierre Baraton, et, actuellement éditrice chez XYZ, mais dans une vie antérieure, je travaillais chez VLB, éditeur et l'Hexagone. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec cet auteur-là. Alors, quand même, à tout seigneur, tout honneur, c'est Jean-Yves Soucy qui a été ton premier éditeur, Guy. Et j'ai un petit mot à te lire dans lequel il nous raconte comment tu as été pour lui son premier écrivain. Guy Lalancette, mon premier bonheur d'éditeur. On venait de me confier la direction littéraire de la fiction chez VLB Éditeur. Et de peine et de misère, j'avais trouvé 5 romans valables pour la saison suivante. Mais voilà-t-il pas qu'avant le congé des fêtes, un des auteurs m'annonce qu'il n'est pas prêt et me demande de repousser la parution de son œuvre à l'automne suivant. Pas question pour moi de perdre la place laissée vacante, trop d'écrivains inconnus mériteraient d'être publiés. De la centaine de manuscrits reçus par la poste, ma lectrice en avait retenu une poignée, pas trop pire selon elle. J'ai donc emporté ces romans en vacances, en priant pour que l'un d'eux soit mieux que pas pire. Les 2 premiers me tombent des mains après 25 pages, misère. Je soupèse les 3 autres, les examine de l'extérieur, les renifle même. Un titre pique ma curiosité. Il ne faudra pas tuer Madeleine encore une fois. J'y vais. Et dès la première phrase, je suis conquis. Mariage parfait des mots, rythme et musicalité. Après un paragraphe, je constate que cet auteur a une voix bien à lui. Au bout de la première page, je sais que je viens de découvrir un écrivain véritable. Et même si ce projet, celui que je tenais entre mes mains, se révélait raté, il resterait un écrivain de talent. Comme disait Proust, la Madeleine était délicieuse. Au final, un bonheur de lecture et un bonheur d'éditeur. J'avais découvert mon premier écrivain. Les œuvres suivantes m'ont amené à corriger mon impression première. J'avais découvert un grand écrivain, Guy Lalancette. Et dire qu'en plus, c'est un être agréable et charmant. Jean-Yves Soucy. Jean-Yves Soucy. J'ajouterais à ça que moi aussi, j'ai une première fois avec Guy Lalancette, mais je ne vous la raconterai pas ici.
N'allez pas imaginer des tas de trucs croustillants, c'est très professionnel. Mais c'est une première fois d'éditrice. Et ce qui lie l'éditrice, c'est marrant, il y a une homophonie là. Ce qui lie l'éditrice à son auteur est très personnel, on pourrait même dire intime. C'est qu'au-delà d'être une lectrice, j'ai le privilège d'être invitée à participer au processus de création qui est en cours. On m'accorde cette confiance et ce n'est pas rien. Pendant plusieurs années, avant que je travaille avec lui, je voyais Guy de loin à l'occasion de ses rares visites au bureau. Ça fait loin à Montréal. Et figurez-vous que j'étais intimidée, terriblement intimidée même, devant cet homme pourtant hyper sympathique, aux cheveux tantôt verts, tantôt rouges, tantôt jaunes, et qui arborait toujours un grand sourire et des yeux rieurs. La raison de ma timidité était probablement qu'il avait réussi cette chose extraordinaire de m'obliger à faire une pause de plusieurs jours au milieu de la lecture d'un de ses livres. C'était Un amour empoulaillé. Tellement il m'avait mise KO. Guy réussit quand même ce prodige de vous rendre une histoire d'amour complètement insoutenable, alors que lorsqu'il vous parle de la mort, il vous fait venir le sourire et vous vous sentez au final incroyablement réconforté. Il est capable de ça. Alors j'étais trop impressionnée, je crois, je n'allais même pas le saluer, mais je savais, j'avais l'intuition qu'un jour on échangerait et que ce serait pour de bon. Piggy, qu'est-ce que tu fabriques ces temps-ci ? Est-ce que, comme ton personnage, l'épivardé Paris du Mauriac, tu en as fini avec la littérature ? Es-tu en train d'avancer à pas de tortue et de suer à grosses gouttes sur un best-seller de 400 pages ? Non, je blague. Jean-Yves Soucy m'a dit un jour, tu l'aimes tellement, Guy Lalancette, que tu voudrais lire même ses listes d'épicerie. C'est pas tout à fait faux. Merci en tout cas. Marie-Pierre, vous venez nous trouver un peu? On a une belle surprise, finalement. Est-ce que tu l'avais deviné? C'est plus qu'une belle surprise. C'est une surprise importante. C'est pas mon aventure dans l'écriture, dans la publication surtout, parce que l'écriture, je la fais assez chez moi, mais dans la publication, c'est pas rien, Jean-Yves Soucy et Marie-Pierre Baraton. C'est la base, c'est ma base à moi. C'est mon départ. Et Jean-Yves, qui m'a téléphoné le 15 décembre 1998, oui, comme c'est très précis, à 2h moins 10, c'est très clair. C'est que j'attendais depuis plus de 20 ans un téléphone semblable. Et que Jean-Yves Soucy, on l'a vu là, dans la façon d'écrire, est choisi et décidé, malgré que ne faudra pas tuer Madeleine encore une fois, a des défauts, est choisi et est découvert derrière ces défauts-là. Pas que je l'aime beaucoup, dire ce livre-là, ait vu autre chose et ait vu la possibilité de la suite. C'est quand même pas rien. Ça a été mon premier directeur littéraire. Il a sûrement vu la capacité, comme je disais tout à l'heure, d'un grand auteur qui est capable de raconter des histoires, puis avec des personnages. Voilà. Et c'était son travail à lui. Moi, je connaissais pas ça, les directeurs littéraires. Là. Je suis arrivé là au mois de janvier. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans les maisons. Bon, donc j'ai appris et j'ai toujours été étonné de toute façon. Et puis Jean-Yves a quand même pris ce risque-là. Et c'est pas rien pour moi. Parce qu'il aurait pu... On a travaillé ensemble, c'est sûr, à l'améliorer. Mais ce qu'il a vu derrière a fait dire que j'ai pu continuer. Parce que, bon... moi, j'étais prêt, là. Mais... Après toutes ces années de refus, j'étais prêt. Parce qu'il me l'avait promis, là. Il m'avait promis qu'il allait le publier. Et donc, j'ai travaillé avec Jean-Yves pendant un certain temps. Et ça a été un bonheur. C'est vraiment quelqu'un d'essentiel chez moi, Jean-Yves Soucy, l'écrivain que je connaissais avant, oui, et le directeur littéraire qui est devenu mon éditeur ensuite, et qui m'a dit... Et là, je ne sais pas si... qui me dit, moi, je l'ai reçu comme ça. Je t'offre Marie-Pierre Baraton. C'est carrément comme ça, je l'ai perçu. Moi, je ne connais pas Marie-Pierre Baraton, là. Et donc, je perds Jean-Yves Soucy. Qu'est-ce qu'il m'offre?
Qu'est-ce qu'il m'offre Tu t'es en retrouvé remplacement? devant moi complètement intimidée. Non, mais quoi, là, tu sais, et moi, j'ai plus... Un directeur littéraire, en tout cas, pour moi, c'est extrêmement important. Plus que l'éditeur, à mon point de vue, mais c'est en tant qu'écrivain. Et donc, il m'offre Marie-Pierre Baraton, que je connais pas. Ben, de toute façon, je connaissais pas Jean-Yves comme directeur littéraire avant de le rencontrer. Ça a Et je cliqué entre Tu vous ne me deux, connaissais ben oui. pas, j'avais même pas osé aller te saluer. J'ai vraiment Mais intimidée. on a fini par se retrouver dans ton bureau, sans fenêtre. J'oublie pas Sur un ça. texte. Oui, C'est sur les textes. Oui, avec du matériel de La conscience d'Elia. Oui. Et moi, j'ai quand même publié 2 romans, là. Tu sais, on rit plus, là. C'est quand même, j'ai publié 2 romans, là. Je dont suis un un qui écrivain. s'est distingué particulièrement. Et puis j'ai Marie-Pierre Baraton, qui est tout petite, qui est derrière son bureau et on en parle. On commence, on en parle. Et je comprends, je me souviens parce que elle a fait le tour. Et je comprends, dans la façon qu'elle a de m'en parler, qu'elle sait de quoi elle parle. Mais raconte Qu'elle pas sait- notre première fois. Non, mais je me C'est rappelle... intime. Mais je rappelle aussi qu'au chapitre numéro 12, elle est devenue tout à coup hésitante. Moi, je m'en souviens. Et je savais que moi, là, j'avais un problème au 12. Et elle a osé me dire que peut-être qu'il faudrait faire disparaître ces personnages-là. Ah oui. C'est ça le travail de. Et j'ai d'un obéi. directeur Et j'ai tellement bien fait d'obéir. Mais je pense que c'est la force de Guy. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus dans son écriture. On a beaucoup parlé de la musicalité et tout ça, oui. Mais les personnages, tu l'as évoqué là, mais il a ce talent, c'est très très puissant. Sa façon de créer des personnages, autant avec leur intériorité, la conscience d'Elia, c'est bien sûr, leur univers familial et leur dynamique originalité aussi. complexe, comme dans Un amour en poulailler, et puis le contexte social, tout c'est prodigieux. Et encore, je dirais, c'est quand c'est ça, la palette est trop large pour qu'on en fasse le tour. Moi, je crois. Et quand Guy lui-même, l'auteur, s'adresse à son lecteur sans passer par le personnage, sans passer par le narrateur, ça arrive en tout cas. On a travaillé ensemble Ça sur donne. le bruit. On a vraiment travaillé. Marie-Pierre, je pense Ça qu'elle veut nous donne. lire un petit passage. Écoutez ça, quand il s'adresse directement à son lecteur. Ne cherche plus dans les cimetières ce qui n'y est pas, cela même qui est déjà en toi depuis toujours. La mort n'est pas un lieu, elle est un état d'âme permanent. Prends-la à plein cœur, un sourire aux lèvres, une bière à la main, un scotch, une coupe de vin. Et si quelques pleurs te viennent au souvenir de ceux que tu as aimés, bois-les au même verre qu'un grand toast pour cette vie à célébrer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de C'est plus? ça, hein? Et voilà le cadeau que j'ai reçu. J'ai reçu Marie-Pierre Finalement, t'as pas Baraton perdu au en change. cadeau. Et j'ai été rassuré. Après, je me suis dit, waouh. Après, bon, il est arrivé des choses qui m'ont posé problème à moi, mais ça n'a rien à voir avec Marie-Pierre. Là. La vie. C'est malgré La vie est Marie-Pierre. un problème. hein. Oui, il est arrivé des choses et qui... Bon, enfin, j'en parlerai pas ici, mais moi et Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on travaillait bien ensemble. Oh oui, Hein? Oh oui. Ouais. Je veux dire, non, mais c'est un bonheur. Alors. Un bonheur de recevoir les téléphones de Marie-Pierre, les textes re-questionnés de Marie-Pierre, les quelques fois où j'osais me rendre à Montréal, parce que c'est pas nécessaire d'aller les voir en personne tout le temps. Bon, je suis loin, mais c'était un plaisir aussi d'aller les voir et d'aller voir Marie-Pierre. Et donc, ça a été Jean-Yves et Marie-Pierre, les deux colonnes, les deux bases je veux dire, de mon travail. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ce qui me reste à écrire. Je ne sais même pas jusqu'où je vais aller, là où ça s'en va, tout ça. Mais merci. De toute façon, je te lirai. En tout cas, Marie-Pierre a pris le temps de Merci, partir de Marie-Pierre. Montréal expressément pour être ici Mais ce là, soir. ils t'ont caché. Et on l'a caché. Michel, Mais pauvre toi. me dire que Michel Lavoie l'a caché, sérieusement caché. avant Depuis ça. quand t'es caché comme ça? Oh, ça fait 3 semaines, 3-4 semaines. Non, mais merci tellement là, d'avoir pris la peine Il de paraît que j'ai venir. raté quelques jours ensoleillés. En tout cas. Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. Et est-ce que tu vas me laisser le texte de Jean-Yves? Ah oui, je te donnerai ça. OK, tu me donnes Oui, le je te texte de donnerai Jean-Yves. Moi, je vais mettre ça dans mes... Je vais le relire me dire, pour me convaincre, me dire quand même me dire que c'est pas mal ce que je fais. Voilà.
Merci, Marie-Pierre Baraton. L'ex de Guy Lalancette, vous l'aurez compris. Puis, Oui. ça va? Hey, ça va? Écoute, c'est une magnifique surprise. Mais quand je dis que c'est des personnes importantes, c'est vraiment des personnes importantes. Et ça veut dire, c'est wow. D'avoir reçu ça maintenant, ici, de ces gens-là, veut dire, qui m'ont ouvert. C'est une relation de confiance. Et qui hein? m'ont aussi, veut dire, qui ont exigé de moi aussi du travail. Effectivement. Et heureusement, parce que... Mais ça, on ne le dira jamais assez qu'un auteur travaille. Mais c'est du travail, c'est sérieux. C'est un travail c'est pas, rigoureux et physique aussi. Mais physique et mental, mais c'est un travail rigoureux, l'écriture. On n'est pas dans les greniers avec des plumes et des rêves. En tout cas, pas dans mon cas. J'écris pas à la plume avec des chandelles dans les greniers. C'est pas... Moi, je pense que tous les écrivains écrivent avec et qui souffrent en écrivant. Je suis sûr qu'ils souffrent en écrivant, les écrivains. Ou alors, j'espère qu'ils souffrent parce que j'ai trop travaillé, moi. Mais il souffre une bonne partie de l'année, mais vous aurez compris tout à l'heure qu'il nous a expliqué quand même que l'été, il prend ça plus relax. Ouais, ben là, quand même, c'est un gars de famille? T'es un gars de famille? Absolument. Et de travail physique et de... C'est nouveau, ça, la construction? Non, de toujours. J'ai débossé toute ma maison et je l'ai reconstruite de l'intérieur. J'ai tout défait, j'ai refait des escaliers, j'ai tout refait. Moi, il faut que je coupe du bois, il faut que je fasse des trucs comme ça. C'est magnifique pour l'esprit. Effectivement. C'est magnifique pour l'esprit, puis c'est tellement plus facile que d'écrire. Tellement. C'est autre chose. Mais c'est plus facile aussi. OK. C'est plus facile. Moi, si tu le C'est dis, pas parce que nécessairement moi, c'est pas nécessairement pas plus certaine. satisfaisant. C'est satisfaisant, mais c'est plus Mais facile. c'est rare quand même que quelqu'un est à la fois manuel et intellectuel. J'ai découvert ça un peu tard, le manuel, mais... et puis, ça permet des fuites aussi. Je veux dire que... Est-ce que tu penses à ce que tu peux écrire ou ce que tu pourrais écrire quand tu travailles comme ça? L'été, je réfléchis pas beaucoup. Je coupe. L'hiver, en pelletant ma cour, oui, là, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis parce que j'ai pas besoin de réfléchir. Est-ce que je dois te croire sur parole? Non, c'est sérieux. Me dire que les gestes répétitifs qui ne demandent pas de précision permettent de réfléchir. Si je bâtis une maison, j'ai besoin quand même d'y penser à ce que je fais. Alors qu'un pelleter de la neige, c'est secondaire, c'est pas important. Si vous êtes d'accord, on va accueillir quelqu'un qui pourrait peut-être étayer ou non les dires de Guy Lalancette. Devine qui on accueille. Mon fils n'est pas là, je pense pas qu'il soit venu. Qui n'est pas là dans la salle qui devrait être là? Anne-Marie Allard. Là, tu t'étais Elle est là. caché? Elle aussi, elle était cachée. OK, c'est pas ça. Oui, j'ai compris à un moment donné, dire à la grimace de Sylvie, me dire que il se passait quelque chose. Parce que je cherchais Anne-Marie et je la voyais pas. Et puis Sylvie, elle me pète. Sylvie fait des grimaces. Bon. Oui, j'ai compris. Bon, OK. je me ferme. Raconter Guy, c'est raconter à la fois le simple et le compliqué. Vous allez découvrir à quel point tout est lié. L'écriture, le théâtre, la passion, la famille, les années d'enseignement. J'ai connu Guy à l'automne de 1968. Il écrivait des articles dans le journal La Brigue, journal étudiant du Collège Champagnat d'Alma, qui est devenu ensuite le Cégep d'Alma. Ces articles étaient plutôt satiriques, railleurs, presque communistes pour l'époque. Bref, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Entre-temps, j'avais fondé avec des amis un cercle littéraire qui s'appelait l'Ami Rondeau. Il est venu nous rejoindre. Cette année-là, notre cercle littéraire a produit un livre contenant surtout des poèmes et quelques récits. On était une quinzaine d'étudiants, on n'avait pas un sou en poche, et pourtant le propriétaire d'une librairie, imprimerie à Alma, a cru assez en nous pour nous éditer. 500 $ que ça coûtait. On a réussi à vendre tous les exemplaires. Il faut dire qu'on avait de la famille et bien des amis. C'est aussi vers la même époque qu'on a formé officiellement un couple.
En septembre 69, après avoir hésité entre le journalisme et la philosophie à l'Université Laval et le bac en lettres françaises à Chicoutimi, ben, il a opté pour Chicoutimi. C'était pas trop loin d'Alma. J'étais encore à Alma, moi. Il y a laissé quelques traces sous forme d'écrits dans l'Abonnante, revue littéraire de l'université. Il a joué au théâtre dans la troupe dirigée par Ghislain Bouchard. Puis, je suis arrivée entre-temps à l'université. On a écrit en gagne une création collective de théâtre pour enfants. C'était « Ah, si Achille savait ça », puis Daniel Jean en faisait partie. Ensuite, il y a eu des tournées estivales dans des villages du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était un projet Perspective Jeunesse. Ça nous permettait de gagner des sous pour vivre le restant de l'année. On en a profité pour se marier en août 71. Probablement qu'en plus de nous aimer, on voulait réunir nos deux misères. On était encore étudiants. Comme il me reste une année d'université pour compléter un bac d'enseignement en adaptation scolaire, il s'étire à l'université une année de plus. Il n'avait pas envie d'aller travailler tout de suite. Fait qu'il a fait une année en psychopédagogie, ce qui lui a permis d'enseigner au secondaire. En mars 73, il y a la construction d'une polyvalente qui se termine à Chibougamau. Puis on a pratiquement complété nos études de premier cycle. Bien, on est recruté par un directeur d'école. Il a d'abord enseigné le français. Mais il s'est aperçu bien vite qu'enseigner le français au secondaire, ça voulait dire enseigner la grammaire. Puis ça ne l'attire pas ben gros. Ce qu'il aime, c'est l'écriture, la lecture, les auteurs. Son rêve d'écrire le talonne de plus en plus. L'insomnie lui permet d'écrire 1 ou 2 romans qui seront refusés par les maisons d'édition. Comme il lui faut survivre dans le milieu de l'enseignement, en fouillant dans les programmes du ministère de l'Éducation, il découvre qu'il est possible de présenter un projet pour les élèves du secondaire. Il a monté un cours d'expression dramatique qui sera offert aux élèves de secondaire 3, 4 et 5 en cours optionnel. En même temps, il fonde une troupe de théâtre avec une quinzaine de jeunes, les entraîne dans l'aventure jusqu'à Sherbrooke au Festival du théâtre amateur du Québec, où est-ce qu'ils vont être consacrés les grands gagnants du festival. C'était une création collective. Guy est bien fort des créations collectives. À cette époque-là, il écrit toujours. Il tente encore une approche auprès de maisons d'édition et les refus se multiplient. Dans une des réponses, on lui suggère même, à mots plus ou moins couverts, de passer à autre chose. Il essuie encore des refus. Ce sera même son lot pendant un peu plus de 20 ans. Là, je vais revenir en arrière, en 77, avec les 2 enfants que nous avons. Louis a 2 ans et demi, Marie-Ève a 6 mois. On part étudier à l'Université de Montréal avec nos enfants sur notre bras. Lui en maîtrise en éducation, enseignement secondaire et collégial. Moi en maîtrise en orthopédagogie. En 78, on revient à Chibougamau. Il écrit toujours. Il songe de plus en plus à fonder une troupe de théâtre avec des adultes. C'est en 1980 que la troupe de théâtre, le Théâtre des Épinettes, va produire sa première création collective. Dans cette troupe, on voit à tout. D'abord, on écrit le texte, bien sûr. On fait les décors, la mise en scène, la musique, les éclairages, les costumes, la publicité. On fait tout. Dans les premières années de la troupe, le public peut se compter presque sur les doigts. 50 personnes à peu près par représentation. On retrousse ses manches, on écrit une autre pièce, on remonte sur les planches. Quelques-unes de ces anciennes élèves, revenues entre-temps à Chibougamau, embarquent dans la troupe. Peu à peu, le public s'agrandit. 100 de personnes par représentation. En même temps, la famille aussi prend de l'expansion. On a maintenant 3 enfants. Comme il est toujours insomniaque, il continue d'écrire le soir et d'enseigner le jour. Il monte des spectacles avec des élèves. Il y aura bien des carnavals au chaud avec plein de noms bizarres. Le chien chaud, le chaud lapin chaud, la sauvegarde du carnaval au chaud, j'en passe. Guy croit beaucoup dans le potentiel de la jeunesse et il exploite les talents. On coud des costumes, on menuise en construisant des décors, on organise la régie de plateau. Certains s'attellent à l'éclairage, d'autres à la sonorisation et les plus baveux créent de nombreux sketchs. Bref, 50 de jeunes, au moins à chaque année, se retrouvent sur le devant de la scène ou derrière, en coulisses. En 84, il fait un retour aux études, toujours à Chicoutimi. Cette fois, c'est une maîtrise en création littéraire. Il écrit toujours. Heureusement qu'il y a des nuits,
parce qu'il est têtu, le mec. Puis il s'occupe du bal des finissants. Encore là, des décors deviennent époustouflants. Une année, ce sera les colonnes grecques, une autre fois des pagodes chinoises, un décor de jardin champêtre, un bateau avec des hublots, des rues de Londres, des gâteaux de noces, et j'en passe. Guy organise. Et tout le monde doit se creuser les méninges pour réaliser les idées de plus en plus folles qu'il a en tête. Même chez nous, on a droit aussi au village de Noël. On a 44 maisons en porcelaine grandes comme ça chacune. On n'a pas un sapin dans le salon. Il y en a toujours 6 ou 7. Petits, mais il y en a 6 ou 7. Il y a un train qui passe dans un tunnel. Il y a une rivière. Il y a des montagnes qui montent sur le mur parce que le salon est rendu trop petit. Puis il y a plein de personnages, des lampadaires. Bref, il y a toutes des histoires qu'on peut faire avec ça. Puis, à un moment donné, en 2003, il décide de prendre sa retraite de l'enseignement. Pas parce qu'il n'aimait pas ça. Il commençait à trouver que les nuits, c'était difficile. Il était courte. Même encore aujourd'hui, la plupart de ses anciens étudiants font un détour pour venir le saluer. Il y en a tout un tas qui habitent toujours à Chibougamau ou qui, lorsqu'ils sont de passage, se pointent à la maison. Il y en a marqué quand même plusieurs. Puis il y en a toujours un qui me demande « Tu ne dois pas t'ennuyer, toi, avec Guy? » Je ne sais pas si c'est parce que je m'ennuie jamais ou si c'est parce qu'il n'est pas ennuyant, mais c'est vrai que je ne m'ennuie pas avec lui. Je n'ai pas trouvé la réponse, ça doit être un mélange des deux. Puis arrive le 15 décembre 1998. Ce jour-là, à 14h05, il a reçu un appel d'un certain Jean-Yves Soucy de chez VLB Éditeur, lui annonçant que son roman « Il ne faudra pas tuer Madeleine », encore une fois, sera publié. C'est aussi ce jour-là, le 15 décembre 1998, que notre fils Louis, avec son groupe Projet Orange, va se révéler gagnant de l'Empire des futures stars. Alors, vous avez compris que chez nous, cette journée-là, elle est doublement fêtée. Il fut un temps où Guy ignorait tout de la construction. Il savait manier un crayon, mais pas un marteau. Depuis, c'est drôlement repris puisqu'il a refait l'intérieur de la maison. Il a percé de nouveaux trous pour des fenêtres, il a déplacé des portes, il a construit pas un, mais des escaliers, monté un deuxième étage, une clôture, 2 ou 3 patios. Tout ce travail de moine, parce qu'il est bien, bien, bien minutieux, lui permet de décompresser entre 2 projets d'écriture. Son dernier projet fut la construction d'une cabane dans un arbre pour ses 3 petits-enfants, Jeanne, Elliot et Romain. Rien que pour eux, il répond au nom affectueux de Papire Guy. Malgré les prix littéraires qu'il a gagnés et pour lesquels il a été finaliste, il répète à qui veut l'entendre que ce qu'il a fait de mieux dans la vie, ce sont ses 3 enfants. Louis, qui est actuellement sur une scène en quelque part en train de jouer de la basse, Marie-Ève, qui vient de prendre des nouvelles fonctions en restauration, et Anne-Louise, qui est en train de traire des vaches en Montérégie. Voilà, c'est Guy, un homme passionné, mais surtout une personne passionnante à côtoyer. C'est touchant. Moi, je voudrais juste savoir, tu dis que pendant 20 ans, les refus, ça devait toujours être facile à la maison de composer avec tout ça. Parce que c'était un grand rêve pour lui écrire. Ah oui, c'était un grand rêve, c'est vrai. Mais bon... J'étais pas agressif, non. Non, il n'était pas agressif, pas du tout. Il se disait, bon, ben écoute, je vais recommencer. Et dans la tête, je me disais, ils n'ont pas compris. Ben, c'est pas vrai. Qui sont nous ou les éditeurs? Non, je parle des éditeurs. Non, mais bon. Non, je ne suis pas devenu agressif parce que je t'ai refusé. Dans ma tête, c'était quelque chose d'exceptionnel, ça, publier un roman. Moi, je voulais en publier un. Là, je me disais, bon, ben, j'ai le temps. Une fois qu'il est publié, il faut en faire un autre. On va finir par y arriver. On finit par y arriver. Mais j'étais pas non plus dans la rue. Je l'ai pas sur le bord du chemin. J'arrivais à bien vivre. Et j'avais aussi des enfants, ce qui est génial. C'est vrai. Ça demeure quand même ce que j'ai fait de mieux dans la vie, les enfants que j'ai, malgré le reste. Et donc, bon, c'était des projets.
J'ai jamais rien débattu par agressivité, hein? Jamais. Bon, OK, c'était pour faire de la place. Tu le sais que ce soir, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus pour toi. Il y a beaucoup Merci. de personnes aussi qui auraient voulu être là. C'est pas possible pour tout le monde de se déplacer. Toutefois, on a pensé te faire un cadeau qui permettrait de... Mais le cadeau, je l'ai eu. Tu veux On a m'en un donner beau encore? cadeau. Moi, je suis OK. jalouse de ton OK. cadeau. Ah, toi. Ben, de ton autre cadeau, là. OK. C'est un cadeau qui va te permettre, d'une part, de joindre l'utile à l'agréable, mais surtout qui va te permettre de pouvoir revivre cette soirée-là d'une manière ou d'une autre. On l'a dit tantôt qu'on avait un enregistrement, mais c'est pas ça ton cadeau. Et je vais me voir, OK. Alors, j'imagine que ton cadeau va s'en venir. Alors, peut-être que si on y pense fortement... Mais qu'est-ce que c'est? Oh, wow! C'est vraiment mon cadeau? C'est vraiment ça? Ton cadeau. Je vais pouvoir le mettre sur mon terrain, de tout. Ah, merci. C'est un autre de mes rêves que j'ai pas réalisé. Alors ici, dans ce magnifique, ou de cette magnifique bibliothèque Guy Lalancette, c'est magnifique, hein? Oui. Des témoignages de membres de votre famille, d'amis, de collègues, vos œuvres qui ont remporté des prix littéraires. Oui. La bibliothèque a été réalisée par M. Normand Compartino de Chipcha. M. Compartino est ici avec Monsieur nous ce soir. Compartino, êtes-vous là? Vous venez faire un tour, venez nous voir. On veut une belle photo de Guy, de la bibliothèque et de vous. Et là, Dans cet ordre-là. quelqu'un qui sait travailler avec du bois. Magnifique, C'est hein? génial. Merci beaucoup. Viens, Alors, viens, on veut viens. une photo. Anne-Marie. Je peux enlever mon micro, hein? De l'autre côté, on va être de chaque côté. On prend possession, on en prend possession. Hein? Est-ce que tu veux que j'enlève mes lunettes? Non, oui, non. Est-ce que je suis beau? Non, ça ne fait pas, il dit que ça va pas. Hey, merci, c'est trop génial. C'est le genre de truc que j'adore. Ça va? Ça va? Hey, super. C'est beau, hein? Magnifique. C'est de ramener ça chez vous, là. Mais un bricoleur comme toi, pour moi... J'ai-tu le droit de la ramener chez moi? Ben oui. Mais c'est de la ramener, je trouve quand même ça... ouais. Mais avant que tu partes avec la bibliothèque, on a un autre cadeau. Et là, je demanderai à notre directrice générale, Sylvie Marcoux, de venir se joindre à nous. Alors, Sylvie... Sylvie m'apporte des fleurs. Merci. Magnifique. Quelle soirée. Alors, des fleurs à l'image de Guy Lalancette. Méchant beau cadeau. Des fleurs qui sont, bien sûr. Alors, dans la suite des choses, bien sûr, je l'ai promis tantôt et chose promise, chose due, on va prendre un verre ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Guy Lalancette. Mais moi, je veux qu'on applaudisse Guy Lalancette, mais qu'on lui demande un prochain roman. Je vais faire ce que je peux. J'arrête jamais de travailler, mais il faut que ce soit intéressant, sinon... Merci infiniment. Merci. Est-ce que j'ai le micro? Merci infiniment au Salon du Livre, à son CA, aux gens qui ont travaillé pour ça. Je suis... Michel, Michel Lavoie, oui, qui m'a rejoint, que je ne sais pas. Et C'est du travail, mais ça a été... et quel travail!
quel travail, quelle recherche. Et vous avez trouvé dire, les gens qui comptaient pour moi. Bon, il y en a quelques autres, mais on n'est pas obligé de toutes les avoir parce que... Oui, c'est ça. D'ailleurs, Guy, mais ce sont vraiment des gens extrêmement importants pour moi. Si tu permets, on va les remercier. Oui. Céline Dion, Jean-Pierre Vidal, Daniel Jean, Marie-Pierre Baraton et Anne-Marie Allard. Merci beaucoup. Merci aussi à Ma TV pour le magnifique document qui va rester. Bon, ben tu vois ça. Et là, M. Anne Partino l'a dit. Je vais avoir une copie de ça. Oui. Ben oui, c'est aussi un beau cadeau, ça. Ben là, je suis honorable. Eh bien oui, on a commencé Maintenant... tellement la soirée forte que je suis en train d'oublier de remercier parce que Dario, tantôt, j'y en parlais, là, c'était magnifique. Dario Larouche, Erika Brisson, Théâtre sans masque. Et bien sûr, le magnifique texte de Guy Lalancette, Le bruit que fait la mort en tombant. Mais vraiment... C'était magnifique. Et moi, je remercie aussi Dario Larouche pour m'avoir trouvé une magnifique table de cuisine des années 60. On trouvait que ça faisait un décor qui, en tout cas, permettait d'entrer dans l'univers de Guy Lalancette. Je ne sais plus comment vous remercier. Je vais garder ça avec moi et ce sera un souvenir impérissable. Je pars avec votre amour et le reste des cadeaux. OK? Merci. Merci infiniment.